des échanges de crédit bancaire. Que voulez-vous de plus? J'ai envie de vous poser cette question. La question, c'est est-ce que 200 milliards seront suffisants compte tenu de l'ampleur des dégâts dans lesquels nous sommes en train de nous installer? Comme je disais tout à l'heure, personne ne peut mesurer à la date actuelle la gravité de la crise et les impacts de la crise sur les entreprises, sur l'économie nationale d'une manière générale. Vous-même, vous n'avez pas mesuré le préjudice financier? Pour le moment, c'est difficile. Je pense qu'on le fera de manière très progressive parce que au mois de mars, on n'a presque pas senti. Au mois d'avril, c'est clair, tout le monde a senti, à des degrés divers. Donc, il faudra qu'on puisse, au niveau sectoriel, au niveau des entreprises directement, mesurer les impacts à travers des indicateurs précis qui peuvent faire l'objet d'une enquête par le ministère de l'économie. Justement, à quelle échelle pourrait-on se retrouver dans une situation de faillite d'entreprise, donc de perte d'emploi? À quelle échelle? Lorsque les entreprises vont se trouver dans une situation de ne plus pouvoir payer du tout de salaire, même chômage technique, là, la situation commencera à devenir grave. Et malheureusement, ça peut être un horizon d'1 mois, ça peut être l'horizon du mois de mai, ça peut être l'horizon du mois de juin, parce que les entreprises ne disposent pas toujours des réserves de trésorerie énormes pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous dites à un entrepreneur, vous n'êtes pas en mesure de payer vos salaires à cause de la crise, mais on va vous prêter de l'argent pour payer vos salaires. Les salaires sont payés par des recettes de l'activité. Les payer par des prêts, c'est simplement créer une source de difficulté future pour l'entreprise parce que demain, il va falloir rembourser les prêts, les emprunts que vous faites pour payer les salaires. La logique d'une entreprise, le modèle économique d'une entreprise n'est jamais de payer des salaires ou des charges courantes sur la base d'emprunts. C'est pour ça que vous dites qu'il faut soutenir la trésorerie des entreprises. Absolument. Il faut soutenir la trésorerie des entreprises. Oui. Il faut trouver le moyen d'avoir de l'activité. Oui. Est-ce que, tout à l'heure, c'est peut-être un Où sujet... trouver de l'activité? Voilà, c'est un sujet qu'il faut aborder. Oui. Est-ce que l'arrêt complet de l'économie est justifié? Est-ce qu'il y a une partie de secteurs d'activité qui peuvent malgré tout continuer à avoir une activité, partiellement, à moitié, etc. Ça, ce sont des réflexions, je pense que, telles que nous sommes organisés dans la supervision de cette crise, il n'y a pas de dialogue. Il faut aller vers un déconfinement, comme c'est le mode ailleurs. Pas. Bon, on n'a jamais été dans une situation de déconfinement à proprement parler, mais on a une économie qui est presque confinée aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire qu'il faut envisager de desserrer un peu? Peut-être, mais tout cela, c'est pour créer de l'activité, parce qu'il n'y a plus d'activité. Il faudrait justement que les autorités médicales puissent permettre de dire est-ce que c'est possible de l'envisager. Il faut que les autorités économiques, le ministère de l'Intérieur, il faut que toutes les parties prenantes puissent dire est-ce que c'est raisonnable de pouvoir clôturer purement et simplement l'activité, de fermer l'activité économique dans le pays, ou est-ce qu'il est possible dans certains espaces d'avoir des ballons d'oxygène et de pouvoir permettre aux activités, au secteur économique de pouvoir continuer à tourner. Prenons l'exemple des télécommunications qui ne souffrent pas peut-être trop et peut-être même aujourd'hui qui pourraient se porter mieux qu'auparavant. En tout cas, qui sont beaucoup le téléphone, probablement moins beaucoup impactés. Internet. C'est leur chance. Ils sont sûrement impactés dans certains domaines, mais bon, peut-être c'est un secteur sur lequel on pourrait se baser pour essayer aussi de déconfiner dans d'autres secteurs. Peut-être, c'est pour ça que l'usage du télétravail, comme ça se fait dans d'autres pays, peut être une solution alternative. On ne peut pas faire, dans nos activités intellectuelles par exemple, on ne peut pas faire directement au bureau, on fait à domicile et bien sûr, les livrables peuvent être continués à être délivrés auprès des clients sans difficulté. Ça, c'est des choses possibles. Mais en fait, c'est la chance de ces secteurs d'activité, que ce soit l'eau, l'électricité, le téléphone. Absolument. Ce sont des besoins quasi vitaux aujourd'hui. Le téléphone ne l'était pas, c'était un luxe à un moment donné. Maintenant, c'est devenu un élément de notre vie normale, de notre vie courante. Personne ne se passe de son téléphone. Se baser sur ces secteurs pour amorcer une relance économique?
post-crise? Oui, c'est possible parce que ces secteurs comportent des activités, notamment d'investissement, qui peuvent être colossaux. Et sur ces activités d'investissement, ça peut être une base de relance pour le secteur privé national. Mais à condition, bien sûr, de réserver les marchés correspondants aux acteurs nationaux. Si ces activités d'investissement sont données à d'autres, il est clair que le Sénégal n'en profitera pas du tout. Par conséquent, ça n'aidera pas à régler la situation de crise actuelle. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est des secteurs qui sont porteurs de programmes d'investissement particulièrement importants sur lesquels on peut bâtir un plan de relance. Mais, encore une fois, à condition que les entreprises sénégalaises soient mises en avant et soient celles qui en bénéficient. Dans d'autres pays, c'est tout à fait ce qui se passe. Pour quelle raison nous ne ferions pas la même chose que les autres pays qu'ils font pour leurs nationaux? Cela fait 30 minutes que nous sommes dans cette émission Jury du dimanche iRadio ITV avec Mamour Fall, expert comptable et coordonnateur du comité d'urgence Covid-19 du Club des investisseurs du Sénégal. Vous venez de toucher un point important, on va y revenir, mais j'aimerais évacuer cette histoire de report d'échéance de crédit. Nous l'avons effleuré tout à l'heure, mais j'aimerais avoir votre position par rapport à cette mesure, la BCEAO qui demande aux banques locales, effectivement, de procéder à des reports d'échéance de crédit. C'est une excellente mesure. Oui. Et à mon avis... Qui est déjà appliquée? Les demandes sont en cours. Je pense que j'ai eu quelques clients qui ont déjà déposé des demandes auprès de leur banque et attendent les réponses. Ce n'est pas normal que ça soit long d'ailleurs, parce que la Banque centrale avait même prévu un dispositif d'alerte pour que lorsque c'est demandé et qu'il n'y a pas de réaction, on puisse les saisir pour voir accélérer la procédure. Le principe, c'est quoi? Entreprise ou particulier, partout où vous avez un crédit, un cours, vous pouvez demander un report d'échéance. Exactement, parce que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas assez de revenus, où vous n'avez pas du tout de revenus. Par conséquent, vous n'êtes pas en mesure de supporter les échéances des prêts. Les banques ont plus de capacité de supporter les reports d'échéance de ce point de vue-là, en s'appuyant sur un dispositif de refinancement par la Banque centrale. Par conséquent, les entreprises bénéficiant de cette mesure vont avoir une bouffée d'oxygène. Parce que devoir supporter toutes les charges courantes, devoir supporter les salaires, y compris dans une perspective de chômage technique, sans avoir cette souplesse de report de crédit bancaire, ce serait quelque chose de très compliqué. Vous demandez beaucoup, vous, secteur privé, mais inversement, en haut lieu, on vous a reproché, quand il s'agit d'alimenter le fonds Force Covid-19, de n'avoir pas mis véritablement la main à la poche, en ayant même des difficultés à mobiliser 1, 2 ou 3 milliards maximum, pour un secteur privé qui réclame des avantages tout le temps. Est-ce que ça ne fait pas désordre que vous ne soyez pas en mesure de contribuer, mais de manière conséquente, comme c'est ailleurs, au Maroc et même dans d'autres pays, à coût de centaines de milliards de francs CFA? Vous en avez été incapable. Qu'est-ce qui le justifie? D'abord, deux choses. La première chose, c'est que les autorités ont pu se fâcher peut-être, mais ce n'était pas forcément en liaison avec les contributions du secteur privé national ou bien de la population sénégalaise d'une manière générale. Ça, c'est le premier point. À l'endroit du secteur privé étranger aussi. Probablement, voilà. Je pense que c'était plus que ça? Je pense que c'était plus à l'endroit du secteur privé étranger. Ce n'est pas pour vous exonérer? Non, ce n'est pas pour nous exonérer. C'est la deuxième partie de ma réponse. C'est que je crois que l'État a conscience des capacités de son secteur privé. Vous savez... capacité faible? Très faible. Pour ne pas dire inexistante. Nous avons un secteur privé très faible. À l'image, à l'instar d'autres pays, je peux vous donner plusieurs exemples de secteurs d'activité où les entreprises marocaines ont exactement les mêmes âges que les entreprises sénégalaises. Les entreprises marocaines ont multiplié leur taille 20 fois par rapport aux entreprises sénégalaises qui sont en train d'avoir même du mal à trouver du travail dans leur propre pays, dans leur propre économie. Ça ne sera jamais le cas au Maroc. La même entreprise a fini de saturer l'intégralité de ses capacités de production au Maroc.
Ce qui veut dire que ce qui lui reste aujourd'hui de capacité doit être vendu à l'exportation. Les Marocains ont réussi à bâtir un tissu d'entreprise tel que ils sont aujourd'hui en mesure non seulement de répondre totalement à la demande locale dans leur pays, ils couvrent les besoins de leur économie, mais ils sont en situation de conquête vers l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. Et ils ont contribué abondamment au plan de résilience. Mais parce que justement, parce que leurs entreprises avaient été suffisamment préparées et dotées dans ce sens-là. Les entreprises marocaines ont contribué pour près de 2200 milliards de francs CFA. 3 milliards 300 millions d'euros. Soit presque 1000 fois plus que le secteur privé sénégalais. Et 2 fois plus même que notre force Covid-19. Oui, déjà, oui. Ça donne une idée. Absolument. Et sur ces 2200 milliards de francs CFA donnés par les Marocains, dans un intervalle très court, c'est peut-être une semaine maximum, vous pouvez dire qu'il y a à peu près une dizaine d'entreprises qui ont donné 70% des contributions. Et ces entreprises-là, c'est qui? C'est des grandes banques, qui sont les banques qui occupent l'économie du Sénégal, les mêmes, de grandes entreprises du secteur privé marocain, mais parce que simplement, ces entreprises-là ont été, à un moment donné, prises en charge par l'État, associées au traitement de la commande publique de leur pays, de sorte que leurs forces et leurs capacités ont été particulièrement développées. Oui, c'est ce qui leur donne une force de résilience. Lorsque le pays a besoin d'elles, elles ont été en mesure immédiatement de répondre présentes. Alors, est-ce que la révision annoncée par le ministre de l'économie, Amadou Hott, qui était là la semaine dernière, révision de la loi sur le partenariat public-privé, en plus maintenant de la loi sur le contenu local, est-ce que c'est des mesures qui vont dans le sens de booster le secteur privé national, de lui donner plus de capacité? Oui, probablement. Et je vois sur le local content, il y a des pourcentages qui sont prévus, notamment pour attribuer des parts au secteur privé national. Mais très sincèrement, moi je pense qu'au-delà de tout ça, il faut qu'on aille plus profondément dans les choses. Il faut une vision, un état stratège, comme on le dit. Absolument. Oui. Sans cela, on ne pourra jamais qui correspondrait concrètement à quoi? Qui correspondrait le secteur minier, combien de Sénégalais il y a dedans? Voilà, c'est des questions comme celle-là. C'est notre sol, ce sont nos ressources, ça appartient au pays. On va être simplement des acteurs pour suivre, pour pouvoir bénéficier de quelques retombées. Donc jusqu'à 30%, pourquoi pas? Ce n'est pas jouable, ce n'est pas tenable. Je pense que le hiatus qu'il y a entre le politique et l'économique date d'il y a quelques années déjà, quelques décennies pour ne pas dire. Il faut impérativement que le politique associe les acteurs de la vie économique, c'est-à-dire les entrepreneurs, à certaines décisions stratégiques. On veut bâtir une économie. On ne peut pas bâtir une économie sans avoir un secteur privé local, fort, puissant, et qui est au premier plan des activités économiques. On me dira, ils sont faibles, mais donnez-leur des chances de se tester. Lorsqu'on a donné des travaux routiers aux entrepreneurs sénégalais, ils les ont réalisés à la satisfaction de l'État. Lorsque les Sénégalais... On vous reproche de le faire avec des délais qui sont irraisonnablement longs. On ne dit pas toujours tout. Oui. Quand les délais sont longs, généralement c'est parce que les ressources financières pour payer ne sont pas là. Avant, la grande difficulté avec l'État, c'est que l'État avait très sincèrement du mal à supporter la trésorerie à payer. Ensuite, on a transféré dans des projets de développement, dans des agences qui ont un peu plus d'autonomie financière et permettent de mobiliser beaucoup plus facilement les ressources. Mais lorsque ces agences font appel à des entreprises étrangères pour travailler à la place des entreprises sénégalaises, mais forcément les entreprises sénégalaises sont laissées en rade. Et du coup, les PPP dont vous parliez tout à l'heure, quelque part il y a beaucoup de leurres pour les Sénégalais. La grande entreprise vient avec des financements de son pays généralement,
parce que son pays a besoin de développer son commerce extérieur. Donc finance le Sénégal, mais pour pouvoir faire de la croissance économique au Sénégal. Les Sénégalais n'en bénéficient pas. Et ça, c'est dommage. Désignation cette semaine, Mamour Fall, expert comptable, membre